comme Le procès des viols de Mazan, qui se déroule au tribunal d'Avignon, est devenu le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. On vous résume rapidement les faits. Pendant 10 ans, Dominique Pellicot a drogué sa femme pour la violer et la faire violer par plus de 70 hommes recrutés sur un site internet. Ces hommes, au profil tout à fait banal, sont venus au domicile des Pellicot, certains plusieurs fois, pour violer une femme alors en état de soumission chimique pendant que son mari filmait. Les vidéos montrent une femme inerte et endormie et sont utilisées comme preuve incriminante au tribunal d'Avignon. Au total, plus de 20 000 photos et vidéos ont été retrouvées dans l'ordinateur de Dominique Pellicot, dont des photos de sa propre fille et de ses 2 belles-filles en sous-vêtements prises à leur insu. Cette affaire connaît un retentissement international car la victime, Gisèle Pellicot, a eu le courage de rendre le procès public. Des centaines de médias couvrent l'affaire, en France comme à l'étranger, tant l'exemple est représentatif de la réalité des procès pour viol. Gisèle Pellicot incarne une volonté de changement dans la perception des violences faites aux femmes. Elle a tenu à témoigner à visage découvert pour que la honte change de camp. Elle fait également cela pour toutes celles qui sont susceptibles de tomber à leur tour dans le piège sournois de la soumission chimique. Si les viols de Mazan sortent de l'ordinaire par leur mécanique huilée et leur ampleur, les 51 accusés sont des hommes ordinaires. Ils ont pour la majorité un profil sans histoire. Ils sont nos pères, nos frères, nos fils, nos amis, nos collègues. Ils sont bien intégrés dans la société et ont des personnalités considérées comme normales. Leur point commun ? La culture du viol. La culture du viol englobe tous les comportements que la domination masculine autorise, banalise et excuse. Christelle Tarot, chercheuse et historienne du féminisme, nous rapporte que, pour les accusés, cette affaire est une sorte d'électrochoc socioculturel et psychique. Ils ne comprennent pas pourquoi ce qui leur a toujours paru normal n'est pas normal. Et s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont imprégnés par la culture du viol. Alors, décortiquons ensemble ce que c'est que la culture du viol. C'est d'abord minimiser la gravité des violences sexuelles. On a pu entendre notamment au tribunal d'Avignon « il y a viol et viol » de la part d'un des avocats de la défense. Un autre avocat a avancé l'idée de viol involontaire. À Mazan, le maire a déclaré « après tout, personne n'est mort » lors d'une interview par la BBC, avant de s'excuser quelques jours plus tard sous la pression des femmes indignées. Du côté d'Avignon, des collectifs ont vu leur message de soutien à Gisèle Pellicot arraché. Les médias minimisent souvent la gravité des violences sexuelles. Par exemple, on peut lire dans le journal « Des femmes dénoncent les frotteurs du métro ». Frotteur, on utilise ce mot pour désigner les hommes qui frottent leur sexe contre la cuisse ou les fesses d'une femme. Cet acte a une qualification dans le code pénal. Il s'agit d'une agression sexuelle. Vous sentez la différence ? J'ai été victime d'un frotteur ou j'ai été victime d'une agression sexuelle. Ça ne donne pas du tout la même image, la même réalité. Frotter, c'est plus doux et moins grave que agresser dans notre imaginaire. La violence et le harcèlement sexuel sont des pratiques normalisées et banalisées par les mots. Les mots ne sont pourtant pas neutres. Ils structurent notre pensée, façonnent notre imaginaire et influencent nos interactions avec les autres. Les médias font également les partis pris qui renforcent la culture du viol. Par exemple, dans le journal Le Monde, la journaliste Pascale Robert-Diard écrit « Les rescapés de l'histoire » pour désigner des hommes qui ont refusé de violer Gisèle après que son mari leur ait proposé. Quelle infamie! Ce ne sont pas des rescapés, mais bien 2 hommes qui savaient et qui n'ont pas daigné signaler ou porter assistance à Gisèle. Ils ne sont pas rescapés. Ils ont fait preuve de lâcheté devant la maltraitance infligée à une femme. Les qualifier de rescapés renforce la culture du viol. Ce silence est complice, comme pour l'inceste. Ce silence est destructeur et provoque une double peine. L'agression, premier traumatisme, puis l'impossibilité de voir et de dire, enfermant la victime dans son silence, la condamnant à rester piégée dans son trauma. Certains accusés du procès Mazan ont avancé qu'ils ne savaient pas ce que veut dire « à son insu », le nom du forum sur lequel Dominique Pellicot a recruté les hommes pour violer sa femme en état de soumission chimique. Quand les images montrent un viol et que les auteurs nient cela, nous comprenons que dans la culture populaire circule une image faussée de ce à quoi ressemble un viol. La loi est pourtant claire. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte,
menace ou surprise est un viol. La culture du viol, c'est aussi réduire les femmes à des objets sexuels dans les médias, dans la publicité ou dans les interactions sociales. Cela contribue à une vision où les femmes sont vues comme disponibles et contrôlables. Certains des accusés expliquent qu'ils ne connaissaient pas la notion de consentement jusqu'à l'affaire Mazan. Le mari m'avait donné la permission, pour moi, c'était bon, a déclaré l'un d'entre eux. La culture du viol dilue l'importance du consentement, car elle repose sur des idées fausses. Ces idées fausses banalisent les agressions sexuelles en les confondant avec des malentendus ou des jeux de séduction. Elles encouragent une lecture biaisée du consentement où un non explicite peut être perçu comme un oui déguisé. Elles placent la responsabilité de dire non sur les victimes plutôt que d'insister sur la nécessité pour chacun de s'assurer d'un oui explicite. La culture du viol rend le consentement flou et secondaire dans certaines interactions, comme si ce n'était pas une exigence mais une option. Elle perpétue des stéréotypes, par exemple les femmes qui disent non seraient en réalité intéressées, qui nuisent à la compréhension et au respect du consentement. Elle crée un environnement où les agresseurs peuvent justifier leurs actes en s'appuyant sur des normes sociales permissives. La culture du viol, c'est aussi blâmer la victime pour ce qu'elle a subi au lieu de condamner l'agresseur. C'est tenir la victime responsable des violences subies en se basant sur sa tenue vestimentaire, son comportement ou son passé. Par exemple, elle l'a cherché en s'habillant comme ça. Les vêtements qu'une femme porte, ses consommations ou la quantité d'alcool qu'elle a pu boire, l'endroit où elle se trouvait, ne sont pas des invitations à la violer. Dans les agressions sexuelles, les victimes ressentent souvent de la honte, alors que ce sont les agresseurs les seuls coupables qui devraient avoir honte de leurs agissements. Les femmes ne sont pas responsables des agressions qu'elles subissent. Gisèle Pelicot a eu le courage de rendre le procès Mazan public pour que la honte change de camp. Pour autant, les avocats de la défense ont tenté de blâmer la victime de différentes manières. En pointant une ancienne expérience naturiste, en la soupçonnant de complicité avec M. Pelicot, en la traitant d'alcoolique. Gisèle Pelicot dira qu'elle se sent très humiliée et qu'elle comprend pourquoi les victimes de viol ne portent pas plainte. Il y a un doute systématique sur les victimes. Leurs témoignages sont souvent mis en question avec des phrases telles que « Est-ce qu'elle a vraiment dit non ?» ou « Elle essaie juste d'attirer l'attention ?» Il y a dans notre société l'idée bien trop répandue selon laquelle les femmes mentiraient, exagéreraient ou chercheraient à ternir la réputation des hommes impliqués. Pour Valérie Ray-Robert, on pense que les femmes commettent des fausses accusations car elles sont jugées manipulatrices. On le voit jusque dans les récits mythologiques. Malgré l'interdit, Pandore ouvre la boîte qui déverse tous les malheurs possibles sur le monde. Ce victim blaming a des conséquences néfastes pour la victime et pour la société. Une femme victime de viol aura tendance à minimiser les faits ou se taire par crainte de ne pas être crue. Cela explique pourquoi si peu de femmes portent plainte. Seuls 6% des victimes portent plainte. La police et la justice ont tendance à ne pas croire les victimes. De nombreux témoignages montrent que les femmes qui portent plainte ont été moquées, culpabilisées ou accusées d'être responsables de leurs agressions. Un autre chiffre à retenir, 0,6% des viols ou tentatives de viol donnent lieu à une condamnation. On se retrouve donc très souvent face à une impunité des agresseurs. Cela nous montre combien dans notre société, malgré les chiffres et les preuves accablantes, les agissements des hommes sont encore si peu remis en question et punis. La culture du viol, c'est aussi valoriser les formes de masculinité dominante et agressive. On a d'abord les stéréotypes de genre, qui montrent les hommes comme des prédateurs sexuels ayant des besoins incontrôlables. C'est d'ailleurs la défense d'un des accusés du procès Mazan, qui a violé 6 fois Gisèle Pelicot. Je pouvais pas contrôler ma sexualité. Ensuite, on valorise dans toute la société, y compris dans les médias, les formes de masculinité associées au pouvoir, à la domination et à la conquête, y compris sexuelle. L'agressivité est même perçue comme une preuve de virilité. Cela perpétue une société où les hommes sont encouragés à maintenir leur pouvoir et à leur domination à travers des moyens parfois violents au détriment de relations respectueuses et égalitaires. Waucon conseille notamment la lecture du livre « Le coût de la virilité » de Lucie Pétevin, qui dit notamment que les hommes sont responsables de la majorité des accidents, des crimes et des délits. Les hommes ont quasiment le monopole de la violence. Ils sont violents avec les autres hommes. Par exemple, 80% des homicides sont commis par des hommes. Ils sont violents avec les femmes. Par exemple, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un homme, la plupart du temps son compagnon ou ex-compagnon. Mais cette réalité n'est pas prise au sérieux. Regardez, si on remplace dans la dernière phrase le mot femme par patron,
comme le propose l'écrivain Baptiste Beaulieu, un patron meurt tous les 3 jours sous les coups de ses employés. Là, la situation devient intolérable pour la plupart des gens. Nous vivons donc dans une société où les violences faites aux femmes sont tolérées et acceptées comme un état de fait. Mais les hommes ne sont pas violents parce qu'ils sont hommes, mais parce que la société patriarcale les construit comme cela. Vous l'aurez compris, la culture du viol est un sous-produit du patriarcat. La culture du viol est là pour maintenir l'ensemble des normes et des structures patriarcales en place, en réduisant les femmes au silence, en les culpabilisant, en glorifiant les comportements virils et en protégeant les agresseurs. Alors on fait comment ? Dans l'immédiat, on apporte tout notre soutien à Gisèle ainsi qu'à l'ensemble des femmes victimes de violences. On peut suivre l'exemple de ces militantes d'Avignon qui s'organisent et répandent un véritable élan féministe. Certaines d'entre elles participent au procès pour soutenir Gisèle. D'autres collent des messages de soutien dans la ville. C'est le cas de collectifs féministes, mais aussi d'initiatives personnelles, comme cette policière qui est venue coller un cœur en soutien à Gisèle. Preuve que cette affaire résonne dans tous les milieux. Il y a surtout une chorale féministe qui s'est développée récemment à Avignon et qui vient chanter très régulièrement devant le tribunal, dans des manifestations ou des spectacles en soutien aux victimes. C'est le chant des déferlantes et c'est vraiment galvanisant. Ainsi Gisèle, Gisèle pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence. Bien ce procès décide à l'exposer. C'est mon père de famille. En parallèle, nous exigeons des évolutions dans tous les secteurs publics. Nous exigeons des évolutions drastiques dans les milieux médicaux, sociaux, de l'éducation, de la justice et de la police. De véritables mesures politiques et les moyens qui vont avec sont attendus pour toucher la société dans son ensemble et nécessitent d'investir dans des formations aux violences sexuelles et sexistes pour détecter les violences, accueillir décemment les victimes, connaître les répercussions possibles, agir ainsi de manière adaptée. Sur l'éducation, on peut s'inspirer de l'exemple danois qui commence très tôt l'éducation relationnelle, affective et sexuelle, sur tout ce qui concerne l'intégrité à la fois physique et psychique de l'enfant. Ton corps t'appartient, à toi. Personne n'a le droit de le toucher si tu n'es pas d'accord, que ce soit la violence en famille ou les touchés inappropriés. Ça continue jusqu'au lycée, nous dit Anne-Christine, institutrice au Danemark. En France, la loi de 2001 sur l'éducation à la vie sexuelle et affective n'est toujours pas ou peu et mal appliquée et continue de faire polémique, pâtissant de la désinformation de masse sur le sujet. Au niveau de la justice, le Danemark a encore de l'avance sur la France. Anne-Christine continue. La législation a changé et il faut donc qu'on ait consenti à une relation sexuelle, mais c'est le tout début et c'est toujours un lieu de bataille parce qu'évidemment, on a rarement des preuves. En France, le débat sur la notion de consentement fait rage depuis le refus du gouvernement français de se plier aux lois européennes. Il est grand temps d'arriver à une définition légale du viol autour de la notion de consentement. Au niveau des médias, il faut immédiatement arrêter de blâmer les victimes. La honte doit changer de camp, comme le dit si bien Gisèle Pellicot. Au niveau des mesures politiques, nous attendons un après-Mazan. Le Premier ministre Michel Barnier a d'ailleurs annoncé le 25 novembre 2024, journée contre les violences faites aux femmes, de nouvelles mesures comme l'élargissement du dépôt de plainte dans les hôpitaux. Or, le major Clément au commissariat d'Avignon nous a affirmé que ce dispositif de plainte à l'hôpital existait depuis très longtemps. Par ailleurs, les associations d'aide aux victimes réclament un vrai budget à la hauteur des évolutions sociétales drastiques à mener. Non pas 20 millions comme proposé par Michel Barnier, mais plutôt 2,6 milliards d'euros et une loi cadre intégrale. À ce jour, aucun des deux points ne sont satisfaits, alors que des structures essentielles comme le CIDFF et le planning familial sont en précarité financière et ferment déjà des agences. Au niveau individuel, les violences sexistes et sexuelles sont le problème de tous. L'enjeu est sociétal, la nécessité commune. Alors c'est peut-être le moment de s'interroger sur la charge mentale, la charge émotionnelle, le rapport au porno, le moyen d'être un allié, la manière d'appréhender les femmes au travail, la parentalité. Car la lutte contre les violences commence dans tous les détails de notre quotidien. Il y a plein de livres à lire, de podcasts, de vidéos. Et on est sympa, on vous met quelques références sous la vidéo. Au niveau des victimes, réunissons-nous pour partager nos colères, joies et idées. Les femmes qui se regroupent dans des collectifs pour boire un café ou pour des actions militantes en retirent beaucoup de joie, de solidarité et de soutien. Il existe plein de possibilités. Collectifs militants, planning familial, chorale, cours de self-défense, cercle de parole. Alors balayons le débat de la non-mixité choisie. Les hommes sont très heureux de se retrouver entre copains pour boire des bières, faire du sport, partir en vacances. Pourquoi donc se justifier lorsqu'on souhaite s'offrir du temps entre femmes ? Comme le dit bien Mona Chollet, arrêtons de nous culpabiliser. Et sachant que nous sommes puissantes.
Souvenons-nous de la grève des sardinières en 1924 à Douarnenez, du combat pour l'avortement obtenu en 1975. Nous pesons la moitié de la société. Mais finalement, le féminisme à Avignon, ce n'est pas une simple lutte isolée. Ça rejoint toute une dynamique de lutte intersectionnelle. Et la preuve, le nombre impressionnant de luttes locales. Les Pumas contre la Léo, Sauvons nos terres contre l'artificialisation des sols, XR, Conf paysanne et tant d'autres. Ça témoigne d'une volonté collective de créer un changement durable et inclusif, pas démesuré. En unissant nos voix et nos expériences pour se battre pour la justice sociale et écologique, nous pouvons construire un avenir où chaque lutte sera reconnue et valorisée. Ensemble, on est plus forte et plus fort et on avance plus loin.